Vous voulez faire de votre talent un métier? Venez à Vidéo Leader. Vidéo Leader. Numérisez votre vie. Inconditionnel d'AgroFocus, bonjour. Soyez les bienvenus sur ce nouvel élément de votre émission préférée. Comme vous le savez déjà, AgroFocus, c'est 3 rubriques. La rubrique découverte, la rubrique invité et la rubrique opportunité. Sans plus tarder, allons à la découverte de Tamou Dafia Mohamedou. C'est Marcel Poti qui est notre guide. Dafia Tamou, un maraîcher qui, après sa formation au lycée agricole de Kika, s'est installé pour mettre en pratique les connaissances acquises. Depuis 2018 déjà, il expérimente le maraîchage et visiblement, il s'y plaît bien. Bon, l'activité, on l'a débuté en 2018, précisément dans le mois de juin. Oui, de 2018 à aujourd'hui, il y a des évolutions. Nous avions agrandi, c'est-à-dire nos spéculations. Nous avons plus mis l'accent sur les légumes feuilles parce que nous avions constaté que, c'est-à-dire, c'est ce qui est prisé dans le quartier. Actuellement, nous faisons la grande morelle, le basilic africain, nous faisons de l'amarante, nous faisons du piment, nous faisons de la laitue, du concombre, du haricot vert et un peu de tout. Le maraîcher explique sa dynamique de travail. Lorsque nous sommes dans le cas de production des spéculations, de certaines spéculations, les semences sont prises au niveau des structures semencières. Lorsque les semences sont prises là, on prend de la matière organique. Vous avez eu le temps de constater que par exemple à l'entrée, il y avait des tas de matière organique que nous incorporons. Après l'incorporation, nous essayons de mettre en place la culture. Si au préalable cela ne nécessite pas de la pépinière, si cela ne nécessite pas, c'est-à-dire un passage par la pépinière, mais si cela nécessite un passage par la pépinière, nous installons d'abord la pépinière et quelques temps après, nous faisons le repiquage. Donc après le repiquage, il y a des travaux d'entretien à faire, le désherbage, la fertilisation, tout ça là. Quand ça finit, on vend. Et comme dans toute activité, les difficultés ne manquent pas, même si Dafia nous confie que le métier nourrit son homme. Souvent, il y a pénurie de semences. Lorsqu'on prend par exemple le cas de la Covid qui est venu par exemple là, les semences ne sont pas très disponibles. Il y a des périodes de soudure, mis à part ça, lorsqu'on a besoin de certaines variétés, elles ne sont pas disponibles sur le marché. Donc on est obligé de faire des jonglages pour pallier à ce problème-là. Le métier nourrit très bien son homme. Il suffit de savoir la période de production de certaines spéculations et en tout cas ça, on essaie de gérer ça, nourrit correctement son homme. Pour un plus grand rendement dans le travail, il a non seulement besoin de soutien financier mais aussi de formation pour innover dans son domaine d'activité. Merci Marcel pour ce reportage. C'est l'heure de l'invité. Oreste Chiché, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ingénieur agronome spécialiste en aménagement et gestion des ressources naturelles. Ok. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Dites-moi, vous avez suivi avec nous le reportage découverte sur M. Dafia Mohamedou. Qu'en avez-vous pensé? Ok, je pense quand même que c'était une très belle découverte que vous avez présentée de ce jeune homme qui est un produit fini de notre lycée, de nos lycées agricoles au Bénin. C'est un produit vivant de la formation que les gens donnent quand même à l'université. Parce que là, on voit quand même que c'est un jeune homme qui s'est mis en charge pour développer des compétences pour pouvoir se nourrir lui-même, comme il vient de l'affirmer dans la vidéo. Donc, à travers cette découverte, j'exhorte quand même les jeunes qui ont reçu une formation pareille de se prendre en charge dans de pareilles actions. Ok.
Dites-moi, cette activité qu'on a découverte, est-ce que c'est forcément ceux qui ont fait une formation académique dans le domaine qui doivent forcément s'y lancer? C'est ouvert à n'importe qui, non? N'importe qui peut se lancer? Exactement, n'importe qui peut se lancer. Ok. Mais avant de se lancer, il faut quand même des préalables. Ok, de petites formations. De petites formations. Ok, d'accord. D'accord. Dites-moi, qu'est-ce qu'on entend par maraîchage? C'est quoi le maraîchage? Ok, avant de revenir à la définition, je dirais que le maraîchage est apparu quand même dans les environs du XVIIIe siècle. Et c'est des cultivateurs de produits alimentaires qui font leur production dans des marais, c'est-à-dire des zones inondables. Ok. Donc, ce que nous appelons marécage ici, c'est ça? Exactement. Les bas-fonds? Les bas-fonds. Ok, d'accord. Mais avec l'urbanisation et puis la poussée démographique, ces marais ont quand même disparu. Ok. Mais l'expression est restée. Ok. Donc, pour définir très simplement, c'est la culture des végétaux destinés à l'alimentation de façon professionnelle, c'est-à-dire dans le but d'en tirer un profit. Ou bien d'en vivre tout simplement. D'accord, d'accord, merci. Dites-moi, y a-t-il plusieurs types de maraîchage? Est-ce que cette expression, est-ce qu'il y a des spécificités ou bien, bon, quand on dit maraîchage, c'est que c'est juste maraîchage, il n'y a pas de sous-branche dedans? Il y a de sous-branches. Il y a 3 types de maraîchage. Il y a 3 systèmes. Le premier, c'est le système extensif. Le deuxième, c'est le maraîchage intensif. Et le troisième, c'est le maraîchage semi-intensif. Dans le maraîchage extensif, c'est que les producteurs apportent la culture sur une plante qui se sert seulement de la ressource du sol pour se développer. Bien vrai, dans ce système, on peut apporter des fertilisants, mais des fertilisants verts, c'est-à-dire des engrais organiques, des déchets issus des abattoirs, de la fumée organique. Dans le système intensif, c'est un système qui est basé sur l'utilisation rationnelle et maximum du sol. C'est-à-dire le sol ne constitue qu'un support où on emporte des engrais chimiques pour pouvoir rehausser son niveau. Et dans ce système, il y a quand même des contraintes parce qu'il faut des serres, il faut chauffer, il faut stériliser le sol, il faut une mécanisation, un système d'irrigation, tout ça. Et dans le troisième type de système qui est semi-intensif, ça mélange un peu les 2 systèmes que je viens de citer là pour en faire. D'accord, d'accord. Dites-moi, le maraîchage, on peut le faire sur n'importe quel type de sol ou bien il y a des sols spécifiques qui sont destinés à ça? Le maraîchage, pour le faire, la nature du sol est un critère déterminant pour le choix de la parcelle. C'est-à-dire la connaissance des caractéristiques physiques du sol nous permettent de préciser les conditions de migration des éléments nutritifs qui sont dans le sol. Donc cela revient au producteur, si c'est dans un système extensif, de choisir un sol un peu riche pour faire profiter à la plante des ressources disponibles. Et si c'est dans un système intensif, là on apporte de l'engrais soluble pour rehausser les carences du sol qui sont induites par des défauts mécaniques comme le tassement et autres. Mais il faut dire également que pour choisir le type de sol, nous préconisons de laisser les sols qui sont difficiles de travailler et d'orienter plutôt la production suivant le type de sol. Et là, je peux donner des exemples. Oui, j'allais en demander justement. Si on prend par exemple un sol lourd, c'est quoi un sol lourd? Allez-y, allez-y. Si on prend l'exemple d'un sol lourd, c'est un sol sur lequel on ne peut pas tellement cultiver parce que ça présente des risques d'asphyxie, il y a des risques de tassement également. Et les racines de la plante ne peuvent pas tellement pénétrer le sol. Donc la plante ne peut pas tellement survivre. Donc face à ça, on développe d'autres technologies pour pouvoir y faire face. Si c'est des sols légers, on sait que les sols légers, la matière minérale qui est dedans est assez faible. Et aussi, il y a des risques de lessivage, c'est-à-dire la matière organique qu'on va emporter peut être emportée par l'eau à tout moment. Mais c'est un sol, par exemple, qui est recommandé pour la culture des carottes. Il y a aussi les sols caillouteux. Les sols caillouteux sont les sols qui sont chauds. Et sur ces sols, il faut éviter, par exemple, de cultiver les légumes à racines. Donc les sols caillouteux, je suppose que c'est des sols dans lesquels il y a des cailloux, c'est ça? On peut dire ça comme ça. D'accord. Il y a aussi les sols qu'on peut éviter comme les sols infectés, c'est-à-dire les sols contaminés. Il y a des vers, des nématodes qui contaminent ces sols-là. Et la lutte qu'on doit mettre en place pour pouvoir y faire face est assez complexe. Donc il faut
limiter ça. Et chez nous, à Aberdeen, ce que nous disons souvent, c'est que c'est d'assurer l'enracinement de la plante sur un volume de sol suffisamment actif et sain. Ok, d'accord. Bon, une petite question qui me vient à l'esprit. Au vu de ce que vous avez dit, vous avez été très technique. Je vais essayer d'y aller terre à terre pour que tout le monde puisse comprendre. Dites-moi, au vu de la carte du Bénin, quelles sont les zones les plus propices au maraîchage? Ou bien on peut faire du maraîchage partout au Bénin? Le maraîchage peut se faire partout au Bénin. Partout. Oui. Donc, comme vous l'avez dit originellement, ce n'est pas forcément sur des sols bas-fourneux. Non. On peut faire ça partout, même sur une terre dure, la terre, bon, dans le nord ici, il y a certains endroits où la terre est dure, on voit rien que de la terre rouge. Même sur de la terre rouge, on peut faire du maraîchage? Ceux qui font le maraîchage, si c'est à petite échelle, il faut quand même apporter un peu de terreau, si c'est dans le terre. Okay. C'est-à-dire rehausser un peu le niveau de la terre pour pouvoir le faire. Okay. Mais il n'est pas, c'est quand même permis de faire le maraîchage partout. Partout, d'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Dites-moi, est-ce qu'il y a des risques à se lancer dans l'activité de maraîchage? N'importe qui peut le faire, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de gros risques pour se lancer? On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, il y a des risques si vous vous lancez dans l'activité de maraîchage. Un risque, c'est le risque de perdre votre culture si vous ne maîtrisez pas l'itinéraire technique qu'il faut suivre. C'est-à-dire des ravageurs peuvent subvenir à des moments donnés pour détruire vos cultures. Ça, c'est un risque. Le second risque, il y a un risque qu'il faut connaître a priori. C'est qu'on a constaté quand même sur le terrain qu'il y a des gens qui ont quand même de l'argent, qui veulent investir, et ils investissent 1 an, 2 ans, 3 ans, ils se retrouvent essoufflés. Le constat est que ceux-là, a priori, ils ne savent pas, ils n'ont pas pu caractériser à l'origine, de façon synthétique quand même, la valeur ajoutée que leur entreprise apporte et aussi les liens que leur entreprise partage avec les autres sur une durée déterminée. C'est ce qu'on appelle en réalité le business model. Ils n'ont pas développé un business model au début avant de se lancer. Et quand on se lance comme ça, il y a des risques de s'essouffler au bout de 2 ou 3 ans. Au bout de 2 ou 3 ans. Donc, si je comprends bien, le risque lié au maraîchage est essentiellement, les risques, c'est essentiellement des ravageurs, des insectes qui peuvent attaquer vos cultures, ou bien c'est la non-maîtrise du processus, genre un mauvais business model ou bien un mauvais business plan. Il peut y avoir aussi d'autres contraintes liées à la limitation de l'accès à la terre ou bien à l'eau également. Parce que si vous n'avez pas l'eau disponible sur votre terre, vous ne pouvez pas faire du maraîchage. Donc si l'eau devient pour vous un problème, ça veut dire que ça devient un risque. Un risque, je vois. Ok. Parlons maintenant des avantages. Est-ce qu'il y a des avantages à se lancer dans cette activité? Il y a des avantages? Oui, il y a des avantages. Quels sont-ils? Si vous faites du maraîchage, c'est-à-dire vous apportez un revenu complémentaire dans votre ménage, vous participez à la nutrition de la population, à l'autosuffisance alimentaire de la population également. Et cela vous permet aussi de faire des actions sociales et communautaires. Ok. Bon, vous avez parlé de revenus complémentaires. Est-ce que ça veut dire que le maraîchage ne peut servir que de revenus complémentaires? Est-ce que ça ne peut pas être un revenu principal? Ça peut être un revenu principal. Ok, d'accord. Tout à fait. Si vous êtes seulement dans le maraîchage, ça doit être votre revenu principal. Donc, on peut faire du maraîchage et s'enrichir en griffe, c'est possible? Oui, on peut s'enrichir dans le maraîchage. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Titié. Dites-moi, vous avez un mot pour finir, un mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Un mot, c'est pour vous remercier de cette occasion que vous nous offrez et également dire aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment de ne pas souvent voir la souffrance qui est dans l'agriculture, c'est-à-dire les sueurs, la roue et l'expérience de nos parents dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, dans le système agricole, il y a quand même beaucoup de filières porteuses, surtout dans le maraîchage. Il y a des opportunités et il y a à tout, je dis quand même à tous ceux qui ont une passion pour cette activité et de s'y pencher parce qu'il y a de la matière à en vendre. Merci beaucoup. Je rebondis sur les opportunités dont vous venez de parler pour lancer notre rubrique opportunités. Allons vers les opportunités d'AgroFocus.
La grande morelle, communément appelée gboman en langue fon, appartient à la famille des solanacées. Au Bénin, ce légume est cultivé pour ses feuilles riches en calcium et consommé en sauce. Le gboman fait partie des 3 premiers légumes produits au Bénin et constitue une source de revenus importante pour les producteurs. Ainsi, cette légumineuse très sollicitée et très consommée peut être mise en place par toute personne désireuse de se lancer dans ce secteur. Il vous suffit d'avoir un terrain viable d'une superficie d'environ 500 à 700 mètres carrés. Ensuite, disposer d'une somme de 150 000 francs pour l'investissement initial. La particularité du gboman est que, après le premier investissement de 150 000, une première récolte est faite 6 à 7 semaines après le repiquage quand la culture est dans les bonnes conditions. Pour cette première récolte, on se retrouve avec un rendement d'environ 130 000 francs. En fonction des variétés et de l'entretien, l'on peut faire jusqu'à 6 à 7 récoltes et ceci chaque 4 semaines lorsque la culture est bien entretenue. En définitive, l'on peut se retrouver au bout de 6 à 8 mois d'activité à environ 1 400 000 pour un investissement de 150 000 francs au départ. Et voilà donc, chers téléspectateurs, un secteur où l'on peut se lancer et en sortir avec un gros bénéfice.